Il n'aura suffi que d'un battement, d'un éclair, de 6 minutes précises pour que la diplomatie franco-israélienne bascule dans une tourmente d'une violence inédite depuis l'embargo de 1967, 6 minutes qui ont ouvert une brèche, déchiré les vernis et exposé au grand jour une fracture qui couvait depuis des mois. 6 minutes qui ont fissuré la façade polie de l'ordre international et fait vaciller le récit israélo-occidental sur Gaza. Dans la salle austère, glaciale, mais étrangement vibrante du Conseil de sécurité de l'ONU, l'atmosphère semblait chargée d'une électricité lourde, presque métallique. Ce n'était pas une simple réunion diplomatique, mais le prélude d'une déflagration que chacun sentait venir sans oser la nommer. Benjamin Netanyahou venait de livrer un plaidoyer incandescent, façonné comme une pièce de théâtre où Israël, inlassablement, incarnait la victime héroïque, assiégée, contrainte à la riposte. Drapé dans une posture d'autorité imperturbable, la mâchoire serrée, le regard d'un calme arrogant, il se présentait comme l'homme qui tient la ligne face à la barbarie. Et pourtant, sous cette assurance chirurgicalement exécutée, sous ce discours rodé au millimètre, s'insinuait une faille que lui-même ne percevait pas encore. Car derrière lui planait un chiffre terrifiant, un spectre impossible à contenir. 41 000 Palestiniens tués selon les autorités de Gaza, 16 000 enfants, 11 000 femmes, des hôpitaux éventrés, des écoles effacées de la carte, des camps de réfugiés réduits à des cratères fumants. Une litanie atroce gravée dans les écrans, gravée dans les consciences, gravée dans une histoire qu'Israël ne parvenait plus à contrôler. Mais ce ne sont pas ces chiffres qui auraient dû inquiéter Netanyahou. Ce n'est pas la tragédie qui planait dans les regards des diplomates présents. Le véritable danger se trouvait à quelques mètres, figé dans l'impassibilité glacée de Sébastien Lecornu. Un visage fermé, un regard plus tranchant que du verre brisé, une posture dénuée de toute courbette diplomatique. Depuis des décennies, l'Europe tremblait à l'idée d'être accusée d'antisémitisme dès qu'elle osait adresser la moindre critique à Israël. Mais ce soir-là, la France ne tremblait plus. Elle avançait, implacable, portée par des mois d'analyse, de colère contenue et d'une certitude nouvelle. L'heure de la complaisance était terminée. Car la rupture n'avait rien d'un coup de tête. Elle était née des images qui, 3 mois plus tôt, avaient déferlé sur les écrans européens comme une gifle. Enfants mutilés, familles décimées, quartiers entiers rayés de la carte, convois humanitaires frappés malgré leurs coordonnées transmises à l'armée israélienne. La guerre n'était plus un dossier géopolitique, mais une horreur brute, nue, insoutenable, qui venait se planter droit dans l'Élysée. Emmanuel Macron lui-même, d'ordinaire si prudent, avait été secoué. Lors d'un conseil de défense hors norme, la voix grave, il avait lâché une phrase qui résonna comme un aveu d'impuissance et de révolte mêlée. Peut-on encore parler de légitime défense quand on laisse derrière soi des milliers de cadavres innocents? La disproportion n'était plus une analyse, mais un cri. C'est dans cette atmosphère que Lecornu avait fait un choix que peu, avant lui, avaient osé faire. Fini les ambiguïtés, fini les circonvolutions diplomatiques. Armé du droit humanitaire international comme d'une arme, il avait décidé de déplacer la bataille sur un terrain où Israël ne pourrait plus se réfugier derrière l'émotion, l'histoire ou la menace existentielle, celui des faits, de la loi, de la responsabilité. Au Quai d'Orsay, une cellule secrète avait été créée, presque clandestinement, rassemblant les meilleurs experts français en géopolitique, droit international et stratégie humanitaire. Leur rapport, dense, froid, méthodique, révélait un schéma répétitif de violation grave des conventions de Genève. 47 frappes contre des infrastructures civiles identifiées, hôpitaux, écoles, réseaux d'eau, pas des erreurs isolées, mais une mécanique. Puis était venue la découverte la plus explosive, celle qui fit vaciller jusqu'au mur feutré de Matignon. Certains des projectiles retrouvés dans les décombres de Gaza portaient une signature française. Des équipements tricolores vendus légalement, oui, mais utilisés dans des frappes contre des civils. Le choc fut immense. Florence Parly, consultée en urgence, avait lâché une phrase qui fit date: « Nos armes servent à faucher des familles entières. C'est une trahison morale. On doit arrêter immédiatement. »
La France suspendit donc toutes ses livraisons d'armes, sans bruit, sans communiquer, mais Tel Aviv explosa de colère, Netanyahou appelant Macron dans une fureur rare, l'accusant de trahir la sécurité d'Israël et de donner des forces au terrorisme. Et c'est dans cette ambiance incandescente que Netanyahou se présenta à l'ONU, persuadé de reprendre le contrôle. Il ignorait encore que la France avait décidé qu'il n'aurait plus ce privilège. L'écho des accusations françaises se répandit dans l'hémicycle comme une déflagration. Chaque mot de l'écornu frappait Netanyahou comme un marteau pilon, faisant vaciller le discours soigneusement calibré du Premier ministre israélien. La salle entière semblait retenir son souffle, consciente qu'elle assistait à un affrontement diplomatique sans précédent. Les yeux des délégations étrangères se tournaient vers le français, certains incrédules, d'autres fascinés par l'audace d'un État européen osant nommer clairement l'indicible. L'écornu ne se contentait pas de dénoncer, il exposait froidement les faits, 47 frappes, ciblant des hôpitaux, des écoles, des camps de réfugiés, et à chaque fois aucune présence de combattants du Hamas. Des preuves irréfutables, recoupées, sourcées, qu'Israël n'avait jamais pu contester. Les chiffres s'égrenaient comme une sentence, 41 000 Palestiniens tués, dont 16 000 enfants. Face à cela, 1200 morts israéliens. Le rapport de force était effroyablement clair. Et pourtant, Netanyahou persistait dans sa narration héroïque, celle d'une démocratie attaquée, d'un État en légitime défense. Mais cette fois, le miroir se brisait sous la pression des preuves françaises. L'écornu, implacable, frappa encore plus fort. Il dénonça l'usage détourné des armes françaises, transformées en instruments de massacre. Les missiles, les drones, les bombes AASM, qui devaient protéger, servir la défense, avaient été employés pour faucher des civils. La trahison morale et juridique était totale. Florence Parly, ex-ministre des Armées, consultée dans le secret, l'avait dit « Nos technologies servent désormais à tuer des enfants palestiniens. C'est inacceptable. » Le coup était porté au cœur de l'orgueil national israélien, mais aussi à l'éthique internationale. La France décidait, fin des livraisons d'armes. Sans avertissement, sans concession, une ligne rouge irréversible venait d'être tracée. Netanyahou, furieux, tenta d'entrer en communication directe avec l'Élysée, dénonçant une provocation inouïe. Mais la France resta ferme, immobile dans sa position. Les regards se croisèrent, les esprits s'affrontèrent. Au Conseil de sécurité, l'ONU semblait observer, suspendue à chaque réplique, consciente que l'histoire se jouait sous ses yeux. La scène n'était plus diplomatique, elle était judiciaire, morale, historique. Puis vint le moment de l'attaque la plus cinglante. Drapé dans la solennité républicaine, l'écornu se leva et, face au Premier ministre israélien, dit calmement, mais avec une force implacable, « Monsieur Netanyahou, permettez-moi de vous dire non. Non aux justifications détournées, non aux boucliers humains supposés, non à l'inversion cynique des responsabilités. » Les mots tombèrent comme des coups de canon. Chaque enfant palestinien tué n'était pas une mise en scène, chaque famille ensevelie sous les décombres n'était pas un acteur volontaire. La vérité était nue, crue, insoutenable. Et il ne s'arrêta pas là. Il rappela les conventions de Genève, le droit humanitaire, les fondements même de la protection des civils en temps de guerre. Il démontra, preuve à l'appui, que chaque violation d'Israël relevait d'un schéma systématique et non d'erreurs isolées. La scène était-elle un tribunal mondial où Netanyahou se retrouvait accusé de crimes d'État et de crimes de guerre. Les murs résonnaient de chaque chiffre, chaque image glaçante, chaque analyse juridique minutieusement compilée. Face à cette avalanche, Netanyahou se tut. Les tentatives d'expliquer, de détourner la responsabilité, de manipuler la mémoire historique s'effondrèrent. La stratégie habituelle de culpabilisation des Européens, d'instrumentalisation de l'antisémitisme, de chantage émotionnel, se trouvait mise à nu. L'écornu, implacable, avait démonté pièce par pièce le château de propagande israélien, laissant l'Assemblée abasourdie. Le choc fut mondial. À Tel Aviv, l'indignation éclata, la presse titrant sur la déclaration de guerre morale de la France. Les relations bilatérales furent gelées, l'ambassadeur rappelé, et chaque coopération suspendue. Dans le monde arabe, la réaction fut inverse, acclamation, ferveur,
reconnaissance d'une voix occidentale, osant enfin dire la vérité. La France s'érigeait en symbole, en conscience morale, en acteur prêt à défendre le droit international contre la force brute. Mais l'écornu n'avait pas agi par spectacle. Chaque chiffre, chaque image, chaque mot avait été longuement analysé, pesé, calibré pour un impact maximal. Derrière les apparences, des mois de préparation stratégique, juridique et psychologique avaient été orchestrés. Une cellule d'élite avait disséqué la propagande israélienne, anticipé chaque argument, entraîné le Premier ministre français à résister aux manipulations émotionnelles, à rester inébranlable face au chantage historique. Et au moment où il prononça son discours à l'ONU, ce fut l'apothéose d'un travail minutieux. Les preuves dignes s'enchaînaient, les accusations étaient cinglantes, le rythme implacable. Chaque phrase, chaque dossier, chaque chiffre était une flèche tirée avec précision contre la narration israélienne. Le silence dans la salle, le poids du monde sur ses épaules, tout confirmait que l'écornu venait de franchir un seuil jamais atteint par un représentant occidental. Au terme de ce face-à-face, le message fut clair, retentissant, inoubliable. La légitimité de l'État ne peut justifier la violation systématique des droits humains. La puissance militaire ne peut triompher de la morale universelle. Et face à cette vérité assénée, le monde entier dut regarder Israël autrement et reconsidérer le rôle de la France comme arbitre moral sur la scène internationale. En moins de 6 minutes, une fracture historique venait de se créer. La diplomatie française, jusque-là prudente, avait pris position avec audace. Les alliances vacillaient, les regards se croisaient, et dans le silence de l'ONU, l'histoire venait de s'écrire. Pour la première fois depuis des décennies, un représentant occidental avait osé affronter frontalement Israël sur ses crimes, en défendant l'indéfendable avec une force et une clarté redoutables. La France avait ouvert une brèche dans le silence, dans l'impunité, dans la peur de nommer la réalité. Le monde entier suivait, suspendu, conscient que cette confrontation allait marquer un tournant, redéfinissant les limites du pouvoir, de la justice et de la diplomatie internationale. L'écornu n'avait pas seulement parlé, il avait frappé, réveillé les consciences et, pour beaucoup, restauré l'espoir que la voix de la raison pouvait enfin s'élever contre l'injustice la plus brutale.